Europe 1, il est 6h40. Votre invité, Mathieu Béliard, est chercheur émérite à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. C'est le démographe Hervé Lebras. Bonjour Hervé Lebras. Bonjour. Se sentir mal dans une France qui va bien, c'est votre dernier livre aux éditions de l'Aube, à moins d'un mois des élections municipales. Europe 1 ce soir, dès 18h, sera en direct de Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques. Et vous serez de l'équipe avec Nathalie Lévy, bien sûr, comme témoin fil rouge, justement, pendant cette émission, autour de la thématique de la France périphérique. D'abord, Hervé Lebras, la France périphérique, cette expression presque un peu à la mode, ça existe ? Ça veut dire quoi ? Grosso modo, ça veut dire ce qui n'est pas les métropoles, mais quand on regarde dans le détail, la France périphérique est extraordinairement diverse. Vous avez une partie de la France périphérique qui se porte bien, même très bien, mieux que les grandes villes, puis une autre partie qui se porte mal, où tous les indicateurs, taux de chômage des jeunes, taux de pauvreté, proportion de familles monoparentales, proportion de jeunes sans diplôme sont élevés. Voilà, quelques indicateurs de cette France qui se sent mal. On ne peut pas dire que France périphérique soit un synonyme de campagne, de France rurale. Non, absolument pas. Il y a une sorte de dégradé. On passe des métropoles à des villes moyennes, à des petites villes, et puis à du rural. Et la situation est très différente. Mais surtout, le mot périphérique masque une très grande diversité des régions françaises. Vous avez vraiment des régions où l'économie se porte bien, où les gens ont le moral, et puis des régions qui sont un peu à volo, à l'abandon. Donc il faut être les très dynamiques attentif. ne sont pas les mêmes. La même chose si vous comparez par exemple la Somme, le département de la Somme ou de l'Aisne, et puis le département de la Vendée. Vous avez deux extrêmes. Des dynamiques très différentes. Alors, la question du déclassement. D'abord, qu'est-ce que c'est que le déclassement ? Ça n'est pas qu'un sentiment. Et surtout, est-ce qu'il est réellement en train de se mettre en place, si j'ose dire, génération après génération chez nous ? Alors, déclassement, je ne sais pas si le mot est parfaitement exact. Ce qui se passe en France actuellement, c'est que les diplômes qu'on obtient ne donnent pas accès aux métiers auxquels on pourrait prétendre. Je vais vous donner 4 chiffres. En 1968, il y avait 6% de cadres et professions libérales, 6% de gens qui étaient passés par l'université. C'était pas les mêmes, mais si vous étiez passé par l'université ou vous avez très grande chance d'avoir un... Voilà, vous y arriviez. Là, maintenant, les mêmes chiffres, c'est 16% de cadres et professions libérales. Donc, les choses se sont améliorées. Là, on a monté globalement dans la société, mais vous en avez 36% de la population active qui est passée par l'université. Et cette fois, 36% ne rentrent pas dans les 16%. Donc, s'il y a des classements, il est au point de départ, c'est-à-dire qu'il est à la sortie des études. Et ça engendre une très grande frustration parce qu'on est dans un pays méritocratique. Si on a réussi ses études, on doit avoir une place dans la société. Et c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Étant donné, vous voyez le contraste entre les chiffres. Mais parce que dans le déclassement, j'entendais aussi la crainte, et là je m'adresse peut-être aux parents qui nous écoutent, qui se disent que leurs enfants auront un niveau de vie moindre que ce qu'eux ont connu pendant leur carrière. Non, ça c'est toujours l'illusion d'un passé heureux. Le niveau de vie a beaucoup augmenté par rapport à la jeunesse quand les parents étaient jeunes. Et il n'augmente plus beaucoup, très légèrement depuis 2008, mais il ne régresse pas. Et si on compare, les parents ont été jeunes dans les années 70-80, leur niveau de vie était beaucoup plus faible. Donc là, on a tendance à enjoliver le passé. En revanche, je crois ce à quoi il faut penser, c'est pas en termes de niveau de vie, donc qui est quelque chose de réel, mais en termes d'aspiration. Et dans les années 70-80, les aspirations des parents se sont réalisées en grande partie. Et ce qu'ils craignent, et je crois à juste titre, c'est que les aspirations de leurs enfants, qui sont aussi les leurs pour leurs enfants, ne se réalisent pas. Vous touchez du doigt dans l'interview ce qui a été l'objet de votre travail, je disais, se sentir mal dans une France qui va bien. Parce que quelque part, vous dites qu'il y a un paradoxe entre le pessimisme des Français. On parlait de déclassement, de France périphérique. On pourrait parler des années de centralisation aussi et d'État jacobin qui ont donné le sentiment, en tout cas le sentiment à certaines régions d'être abandonnées. Et à côté de ça, des résultats économiques qui vont bien, l'emploi, ça va mieux. Et d'une manière générale, la France qui n'est pas un pays à plaindre à l'échelle mondiale. Oui, c'est surtout, disons, ce qui m'a inspiré dans le livre,
c'est la comparaison avec des pays qui ressemblent à la France. Donc j'ai pris les 28 pays de l'Union européenne, et il se trouve que dans ces 28 pays, on a une enquête d'opinion qui s'appelle les Eurobaromètres, qui est passée, les mêmes questions sont passées dans les 28 pays. Donc on peut comparer l'opinion avec la réalité. Et les Français sont les plus pessimistes. Je vais juste donner un exemple. Il y a une question qui est: êtes-vous satisfait des prestations sociales dans votre pays? Les Français, sur les 28 pays, sont ceux qui sont le moins satisfaits. Ils sont moins satisfaits que les Bulgares ou que les Lettons. Alors qu'on a les meilleurs. Oui, la France est le pays des 28 pays européens qui consacre la plus forte partie de son PIB aux prestations sociales. Cela dit, ce qui fait notre qualité de vie, il y a une dégradation, je ne sais pas si je dis une bêtise, mais quand on parle de l'école, de l'hôpital en ce moment, des transports aussi, ce sont des éléments qui nous renforcent, qui font de la France un pays attractif, où la qualité de vie n'est pas mauvaise, mais ces éléments-là se dégradent. Oui, d'une certaine manière, il y a des éléments qui se dégradent, mais si vous voulez juger par exemple de l'hôpital, il y a des tas de choses qui se passent mal, notamment dans les urgences, mais en même temps, au fond, en tant que démographe, je regarde l'espérance de vie. Bon, l'espérance de vie, elle augmente plus beaucoup, mais elle continue quand même à augmenter légèrement. L'espérance de vie des femmes en France est une des plus élevées au monde, la plus élevée de l'Union européenne, donc quelque part, ce qui est... Ça fait du bien de vous entendre aussi, Hervé Lebras. Marche encore. Une dernière question, Hervé Lebras, puisque vous serez ce soir à Mourinx avec Nathalie Lévy, avec l'équipe du Grand Journal du Soir pour cette émission spéciale à quelques semaines des municipales à Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques. Les municipales, l'échelon local. Est-ce que c'est un échelon sur lequel on peut jouer sur ces questions-là ou pas du tout? Ça se règle à Paris? Ou à la limite non, les élections municipales, au contraire, c'est au fond une des rares élections qui sont des élections locales où les candidatures, où les personnalités locales jouent un rôle très important. On le voit d'ailleurs dans la très grande diversité qu'il y a actuellement, y compris dans les grandes villes. Mais alors, dès qu'on va faire des villes plus petites, ça sera le cas de Mourinx, qui doit avoir de l'ordre de 7000 habitants. Là, on est dans la politique locale, avec d'ailleurs quelquefois son côté cocasse ou ses oppositions inattendues. Par exemple, à Mourinx, d'après ce que je sais, il y a un conflit entre deux socialistes qui, l'un a été maire il y a 6 ans, l'autre est maire actuellement, et ils se disputent. Vous imaginez quand même, c'est pas très à l'image de ce qui se passe à l'échelon national pour le Parti socialiste actuellement. On va suivre tout ça, Hervé Lebras, et vous retrouvez dès 18h avec Nathalie Lévy. Je sais que vous prenez la route pour Mourinx avec toute l'équipe du Grand Journal du Soir, l'air en l'occurrence. Merci beaucoup, Hervé Lebras. Merci d'avoir répondu à nos questions.